à tous et bienvenue dans les mercredis de l'expérience client. Vous le savez maintenant, c'est l'émission où les professionnels de l'expérience client et collaborateurs, mais aussi les éditeurs de logiciels et les prestataires de services font découvrir leurs meilleures solutions et leurs nouveautés. C'est donc un rendez-vous de professionnels pour vous, professionnels. Et si l'IA finalement devenait le meilleur allié de l'humain pour faire de cet attelage la tête et les jambes. Vous allez pouvoir découvrir comment on peut conjuguer performance et authenticité avec l'entreprise Verint, qui est leader depuis 20 ans dans la relation et l'engagement client, grâce à ses solutions, mais aussi ses services axés sur l'amélioration de l'engagement client et l'optimisation des opérations commerciales. J'ai le plaisir de recevoir Franck Issant, Account Director France de Verint. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau, accompagné de Destio Boaguet, Senior Pre-Sales Solution Consulting de Verint. Bonjour Destio. Bonjour Alexandre. Merci également d'être là. Longtemps. Ça faisait un moment, ça fait plaisir de vous retrouver sur ce plateau. La montée en puissance de l'IA pose une question, beaucoup de questions, mais en tout cas une question essentielle. Comment on va pouvoir préserver l'humain tout en gagnant de la performance? C'est aussi ça l'atout de l'IA. Avec Franck et Destio, eh bien, on parlera de l'IA au service des conseillers, avec la microformation, le gain de temps et l'efficacité accrue, de l'impact direct sur l'expérience client, avec la personnalisation, la rapidité, la fluidité, et bien évidemment des garde-fous éthiques et opérationnels pour garantir une relation authentique et préserver l'humain. Je vous rappelle qu'on est en direct, en tout cas aujourd'hui vous nous regardez, on est en direct. Ceux qui nous regarderont plus tard, ça sera un replay. Alors ceux qui profitent de ce direct, eh bien, je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via le chat. Franck et Destio y répondront à la fin de cette émission d'ici environ 30 minutes. Alors avant de développer tout ça, Franck et Destio, quelle est l'actu du groupe ? Alors, il y a une belle actu, effectivement, Alexandre. C'est que Verint rejoint le groupe Thoma Bravo. Le groupe Thoma Bravo, c'est le grand groupe technologique qu'on connaît. C'est 70 logos aujourd'hui, premier groupe de technologie mondiale. Groupe américain ? Groupe américain, et oui. Verint, société américaine, des groupes américains, mais avec un rayonnement international, bien entendu. C'est pratiquement 30 milliards de dollars sur les activités. Et c'est un groupe qui détient des sociétés comme Calabrio, comme Medallia, comme Sophos, pour prendre un exemple. Et la promesse de ce groupe avec Verint, c'est de faire de notre logo Verint le premier éditeur de CX Automation powered by AI. Donc, l'expérience client, premier groupe mondial sur les solutions d'expérience client boostées par l'IA. Et on est très, très confiant. On a des bonnes raisons pour cela et on est convaincu que ça va nous donner beaucoup plus de mains libres aujourd'hui face aux grands acteurs du GAFA, par exemple, qu'on voit beaucoup sur le marché. Bel objectif, joli futur proche à venir, donc. Ouais. J'imagine beaucoup de choses dont on aura l'occasion de parler très prochainement sur un News Experience Client. Alors, pour parler du sujet qui nous concerne aujourd'hui, l'impact direct sur l'expérience client, comment justement Verint passe de spécialiste du workforce à spécialiste de la CX Automatization. Oui. Il faut être bilingue. Alors, moi, je veux bien commencer par dire un mot sur Verint pour expliquer comment et combien nous sommes légitimes, en fait, sur ces sujets-là. Ouais. Verint, c'est un acteur qui a à peu près 30 ans d'existence aujourd'hui. Tu as dit 20, 30, en fait, au réel. Tu nous as pas rajeunis. Et on est véritablement focus sur les solutions de relations clients, avec un portfolio riche, consistant, autour de l'analytics, autour du quality, autour du knowledge, autour de la planification. Ça, c'est les sujets qui sont vraiment notre quotidien. Et on est reconnu par les grands cabinets d'analystes en haut à droite depuis des années, en tout cas au moins plus de 10 ans, et on est reconnu aussi par les grands clients. On parle beaucoup du Fortune 100, c'est ces grandes entreprises américaines, près de 85% utilisent nos solutions au quotidien. Donc clairement, un portfolio riche et consistant, un savoir-faire historique, et on a depuis plusieurs années, booster nos solutions avec l'IA. On est rentré dans la version 4.0 de Verint et on parle de CX Automation powered by AI. Désolé de reprendre ce terme en anglais aujourd'hui. Un vrai partenaire de confiance. Oui, absolument. Alors justement, ce passage du spécialiste du workforce à la CX Automatization, qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus ? En fait, ce qu'a rappelé Franck, c'est la légitimité, l'historique de Verint sur le workforce.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire sur la gestion des interactions, ce qui nous intéresse, la mise en relation entre les clients et l'entreprise. C'est quelque chose que Verine gère depuis X années. Ouais. Et on met à profit cette connaissance pour apporter de la valeur à travers l'automatisation. Donc on va voir comment ça se concrétise, mais on a développé un concept un peu marketing, mais que j'aime bien parce qu'il parle, qu'on appelle les micro-workflows, qui permettent un peu de synthétiser, de découper les tâches agents en plusieurs flows, en plusieurs tâches, qui vont être secondées, appuyées par de l'IA. Ce qu'on voit effectivement actuellement à l'écran. C'est ça, c'est cette notion-là de micro-workflow qui est justement le cœur de cette automatisation. Chaque workflow va automatiser une tâche précise de quotidien, de la vie réelle d'un agent, et on verra tout à l'heure concrètement comment ça se traduit quand on sera sur la partie agent. Mais si on prend quelques exemples par rapport à ce qui est présenté ici, au niveau du client, puisqu'on se positionne côté client tout d'abord, on a automatisé le self-service. C'est un peu là où on attend le plus les bots, les chatbots, les voice bots, jusqu'où ils vont être capables de prendre l'interaction, d'accueillir le client. On est sur un premier niveau d'automatisation. D'accord. Mais pas que. On sait aussi mettre de l'automatisation également sur la voix du client. Et ça, c'est plutôt rare. Ça veut dire la partie survey, enquête de satisfaction, on va pouvoir la seconder, l'appuyer avec de l'IA, avec de l'intelligence artificielle. Ouais. On voit effectivement, si on peut revoir un petit peu le schéma quelques instants, effectivement ce que vous venez de décrire d'Estio. Alors on a une espèce de roue de la fortune aussi, qu'on va découvrir à l'écran. En préparant cette émission, j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Si on peut la découvrir, cette roue voilà, qui s'affiche. C'est quoi cette roue de la fortune pour les clients? C'est quoi le concept justement de cette roue de bot qu'on voit ici? Alors, la roue de la fortune, c'est vraiment c'est l'illustration de la Française des Jeux. C'est 100% des joueurs ont tenté leur chance. On est vraiment là. C'est un ensemble d'applications. Destio a parlé de micro-applications. Donc chez nous, ça s'appelle un bot. Donc on peut peut-être en illustrer quelques-uns. Destio, tu veux dire quelque chose de plus général en fait, sur l'ensemble de ces bots? Effectivement, dans l'idée qu'on a autour de l'IA, Verint ne se positionne pas comme un acteur de l'IA en tant que tel, un pure player IA. C'est important de le rappeler. On a pas mal de messages autour de l'IA pour l'IA. Or, Verint, c'est l'IA pour le business. Et ça, c'est une grosse différence. Et ça va se traduire justement par ces bots. Donc, un bot égale robot, pas forcément chatbot, voicebot, égale robot. Un bot, une fonction associée à un cas, à un use case métier. Et ça, c'est fondamental. Et c'est ce qui va faire aussi la différence entre Verint et les autres. Et c'est à cela qu'on voit, Verint a une 50aine de bots représentés sur cette fameuse roue de la fortune, sur laquelle on a des fonctions métiers qui sont utiles pour l'entreprise. Alors là, on vous prend un peu au dépourvu, Alexandre. Vous pouvez en choisir quelques bots que vous voulez, et on va vous décrire un peu concrètement ce que c'est finalement pour l'entreprise. On va en faire peut-être deux pour avoir le temps de les détailler. CX Scoring et peut-être Quality Template. Je regarde en même temps sur l'écran de retour. Alors, moi, je vais prendre le Quality Template. Je te laisse répondre au scoring. Sur le CX Scoring Bot. Alors, tu as choisi celui qui est en bas, CX Scoring, donc il est en bas de notre roue, on peut le voir. Et c'est à 6 heures. À 6 heures, exactement. Comme le dit son nom, il score. Score, ça veut dire qu'il donne une notation, un KPI, sur deux items importants pour l'entreprise, que sont le CX et le X. CX pour Customer Experience, EX pour Employee Experience. Et ça, c'est assez rare de mettre des KPI sur l'Employee Experience. Donc, on va être sur un bot qui va agir en temps réel. C'est unique sur le marché. En temps réel, on va pouvoir mettre une notation type KPI, basé sur la bonne tenue, la posture, l'élocution, des éléments objectifs qui vont permettre à un superviseur de se dire « Ah ben tiens, mon client vit une bonne expérience en ce moment même avec mon employé. » Sur des éléments émotionnels également ? Alors, pas émotionnel, parce que sinon on va commencer à toucher à l'AI Act et on va nous tomber dessus. D'accord. On va être plutôt sur la... Voilà, c'est important de faire la distinction. On va plutôt être sur de la posture, sur de la diction, sur de la dynamique de conversation. Le rythmique. Exactement. Ouais. Donc sur cette partie-là, on est sur du temps réel, ce qui va différer aussi de ce qu'on connaît habituellement, puisqu'on est d'habitude sur du feedback post-appel, les enquêtes de satisfaction. Là, avec le CX Scoring Bot que vous avez choisi, Alexandre, on va être sur une notation en temps réel sur l'employé et sur l'agent. D'accord.
Alors, Franck, à midi moins 2, nous avons Quality Template, si on voit la roue, pour ceux qui nous regardent. 2 minutes pour en parler. Ok. Alors, moi, je l'aime beaucoup, honnêtement, celui-ci, parce que c'est l'analyse de la qualité, en fait, chez les conseillers. Ça fait des années que Verint fait de l'analyse de la qualité. Ça fait aussi des années qu'on est rentré dans l'automatisation de l'analyse de la qualité. Ça fait plus de 8 ans maintenant que c'est au portfolio Verint. Donc, on a été un des précurseurs. Aujourd'hui, on est rentré dans une nouvelle ère. C'est une capacité à véritablement à analyser les postures complexes. Donc, c'est pas seulement gagner du temps superviseur parce qu'il prend moins de temps d'écoute, c'est pas simplement coacher le client, c'est aussi justement ces postures complexes. Par exemple, comment on peut mesurer l'empathie que le conseiller a mis dans une conversation. Voilà, donc on est vraiment sur des concepts beaucoup plus fins, beaucoup plus précis, et ça, c'est par notre capacité à comprendre la conversation, à comprendre les intentions, pas seulement, mais le contexte, et ça c'est grâce à la puissance de l'IA sur nos solutions en Verint. Alors, sur ce point, vraiment... Franck, il a mis moins de 2 minutes pour répondre à la question. Ça paraît très long en télé, mais en fait, à l'heure. Ça va très vite. Sur ce point du Quality Template, qui donc permet d'automatiser les évaluations de conseillers sur des postures, on a fait un bond qui est vraiment important pour les entreprises, il faut vraiment le rappeler. Vous voyez, moi, je vois plusieurs RFP, RFI qu'on recevait depuis un bon moment sur la qualité, dans laquelle les entreprises demandent « Est-ce que vous pouvez nous aider avec des outils pour évaluer automatiquement les conseillers ?» Et donc là, on répond spontanément « oui ». Et dans un deuxième temps, on a des questions dans les RFP sur lesquelles les clients demandaient, il y a déjà plusieurs années de cela, Alexandre, ils demandaient « Est-ce que vous pouvez évaluer des postures complexes ?» Et là, on rentre dans le cœur même du métier du superviseur, de l'employé. Et vous allez me dire, mais c'est quoi une posture complexe ? Eh bien, ça va être une posture qui va être plus émotionnelle, plus subjective. Donc, typiquement, une posture simple, c'est par exemple, pouvez-vous mettre une note sur l'accueil client ? Donc, mon agent doit se présenter, il doit dire « Bonjour, je représente telle société. Bonjour, je m'appelle X ». Il y a des termes assez clairs pour se présenter, qui sont connus à l'avance et qu'on rentrait dans le système il y a quelques années. On rentrait des termes qu'on cherche dans la solution pour mettre une notation sur la posture d'accueil. Posture simple. Dorénavant, quand une entreprise dit « Est-ce que vous pouvez m'aider sur des postures complexes ?» En réalité, on va dire « Est-ce que vous savez évaluer si mon conseiller a montré de l'empathie à tel moment dans la conversation ?» Vous imaginez bien, Alexandre, montrer de l'empathie, mais ce n'est pas des termes figés qu'on va pouvoir mettre en avance. On est d'accord. Il va falloir pouvoir écouter la conversation, pouvoir comprendre le sens, la douleur du client et la réaction de l'agent. Vous voyez, tout ça, c'est un autre niveau. C'est difficilement définissable, donc c'est à l'écoute, au ressenti que... Voilà. Est-ce qu'il a été agréable, désagréable ? Est-ce qu'il a été respectueux du client ? C'est vraiment des notions importantes aujourd'hui. Sensible, bien évidemment, à la demande du client. Je vous rappelle encore une fois que vous pouvez poser d'ores et déjà vos questions, mais tout du long de cette émission, via le chat, et on y répondra à l'issue de cet échange. Alors, comment l'IA vient-elle au service des conseillers ? C'est un des thèmes qu'on souhaitait aussi développer en termes de micro-formation, de gain de temps, mais aussi d'efficacité accrue. Alors, sur ce point, on est typiquement sur ce qu'on disait. Là, on est côté agent. Tout à l'heure, on était côté client, avec l'automatisation de l'accueil du client. Vous savez, tout ce qui est chatbot, voicebot, qui évolue avec de l'IA. Ça veut dire qu'ils vont pouvoir mieux discuter, mieux comprendre l'agent. Ça, c'était le client plutôt. Ça, c'était l'évolution côté client. J'accueille mieux via une automatisation bot de l'accueil du client. Maintenant, on se dit, mais au fait, l'IA, qu'est-ce que ça apporte concrètement à l'agent ? Et là, on se positionne côté agent et on utilise les fameux workflows, micro-workflows dont on parlait tout à l'heure, pour accompagner l'agent. Comment est-ce qu'on fait ça chez Verint ? On a découpé la tâche d'un agent lors d'une prise d'appel en plusieurs tâches, sous-tâches, qu'on appelle des micro-workflows. Et sur chacune de ces sous-tâches, on va positionner, à la demande du client, un bot qui va suppléer, aider l'agent sur cette tâche-là. Donc là, on en a représenté à travers notre slide les 1, 2, 3, 4, 5, 6 workflows qui finalement décrivent la tâche d'un agent. Et pour chacune de ces tâches, on a la capacité de dire, bon, ben, tiens, là, je vais être aidé par l'IA de telle et telle manière. Si vous voulez, on peut vous décrire ces différentes tâches, Franck et moi. On peut les illustrer. On peut les illustrer. Alors prenons l'exemple en fait de du premier workflow, donc ce qu'on appelle le Smart Transfer Bot, mise en relation
par un voice bot du conseiller et du client, avec un résumé directement de l'échange. Pas simplement des mots-clés, pas simplement des motifs de prise de contact, mais directement un résumé. Donc le conseiller va prendre connaissance de ce résumé et il va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc là, ça veut dire concrètement, l'expérience, elle est améliorée côté client et côté agent. Initialement, quand on arrivait sur un accueil vocal, on pose des questions, on répond, et quand on nous passe l'agent, on refait recommence. la même chose. Ah oui. Donc gain de temps et efficacité Voilà, là. Ouais. Et frustration, et frustration moins, limitée. Donc bien là, c'est un gain pour tout le monde. Et ça, c'est un bot possible qui va gérer cette fonction de je fais un résumé de ce qui s'est dit en digital et je transfère à l'agent pour la partie humaine. Super. La deuxième partie, maintenant, je suis en cours de conversation. Je suis l'agent, là, on continue notre jeu de rôle, je suis en pleine conversation téléphonique. Je suis l'agent et on me pose des questions. Pendant la conversation, j'ai besoin de m'informer parce que c'est des questions un peu complexes. Et bien là, je peux m'adresser en langage naturel à un bot pour trouver de la connaissance dans la base de code de l'entreprise. D'accord. Donc le langage naturel, ça va simplifier énormément pour l'agent son contact avec la base de co, mais l'important c'est que cette base de co, elle peut être structurée ou non structurée. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est structuré, non structuré? C'est la question que j'allais vous poser. Destio, qu'est-ce que c'est que structuré ou non structuré? Eh bien, vous voyez, quand on a une base de co type SharePoint, on met plein de documents dedans et finalement, ça vieillit, ça perd en traçabilité, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle une base non structurée. Il y a plein de documents dedans. On peut attaquer ce genre de base, mais on peut aussi attaquer une base de connaissances qui, elle, est administrée par des auteurs, des approbateurs, qui vont suivre les articles au fur et à mesure du temps. Les rafraîchir, les réactualiser. Enlever ceux qui sont plus pertinents, mettre à jour ceux qui le sont moins, plus. Et donc, mon agent, lui, va avoir la possibilité d'adresser l'une ou l'autre des bases. Mais l'IA générative va faire son entrée en jeu en résumant la réponse par rapport à la base, qu'elle soit structurée ou non, avec un texte clair. Bien évidemment, on va marquer produit par une IA générative. Comme ça, l'agent, il a toujours son recul et son arbitre pour se dire, bon, j'aime bien la réponse ou je prends du recul. Et à côté, on affiche également la source. Donc là, si on veut aller dans le détail, on peut aller plus loin. Donc pour l'agent, je m'exprime en langage naturel. J'ai une réponse synthétisée en langage explicite. Et si je veux aller plus loin, je peux aller dans l'article détaillé de l'entreprise. D'accord. Ok. Si on va un petit peu plus loin, voilà, dans l'étape d'après, finalement, le conseiller peut être en difficulté, il a besoin d'assistance. Qu'est-ce qu'il fait traditionnellement? Il met en pause l'appel, il dialogue avec son superviseur et il revient après quelques secondes d'attente, ce qui est toujours un moment de friction ou en tout cas de frustration pour le client. Donc là, l'idée, c'est d'utiliser un bot comme Coaching Bot qui va permettre de fournir du contenu, bien sûr, mais surtout que le superviseur, en temps réel, soit informé d'une éventuelle difficulté pour le conseiller. Et donc, il va pouvoir rentrer en écoute de la conversation et il va pouvoir pousser des messages ou de la notification. Donc là, à nouveau, un gain significatif. Le conseiller est moins en difficulté, il est plus à l'aise dans son travail et le superviseur voit parfaitement ce qui se passe en temps réel. Et là, typiquement, on est dans notre métier, l'analyse conversationnelle. On a, vous savez, dans notre application Speech Analytics historique, ce qu'on appelle des catégories. Et on a une catégorie qui s'appelle escalade. Donc ça, c'est historique depuis des années chez Verin. Et dedans, il y a toutes les demandes d'escalade qui arrivent durant une conversation. C'est un item que les clients aiment bien suivre a posteriori, c'est-à-dire bien quel est le pourcentage d'escalade sur tel type d'appel. Et ça, on sait le faire avec le speech analytic, traditionnellement. D'accord. Là, ce qu'on se dit, c'est qu'en temps réel, lorsqu'il y a une demande d'escalade, parce que la conversation prend une tournure un peu compliquée, le client va nous dire la phrase typique « Passez-moi votre supérieur ». Oui. Et là, j'ai déjà dit automatiquement, j'envoie la notif au supérieur qui peut se connecter en écoute. D'accord. OK. Ça, c'est la partie donc coaching qui va permettre d'aider l'agent en temps réel via une aide de son superviseur. Donc, on est sur un mixte entre de l'IA, automatisation, et de l'humain, puisque l'humain intervient pour régler une situation. Donc, en tant que client, on peut se dire qu'à ce moment-là, très probablement, le supérieur va écouter la conversation et potentiellement pourra prendre en main la conversation. Donc, c'est rassurant pour le conseiller. C'est rassurant. Bien sûr. Appelez-moi le directeur. Comme dit la pub. Très bien. L'étape d'après. L'étape d'après, là, on est sur ce qu'on appelle l'agent augmenté avec la notion de copilot. Généralement, quand on entend copilot chez les éditeurs, c'est je suis un agent et je commence à
une action et automatiquement, mon système va créer une tâche dans mon CRM, dans mon back-end. Donc, c'est ce genre d'action qu'on va pouvoir automatiser, orchestrer, à savoir, je suis en train de parler d'une commande, eh bien, je vais automatiquement déclencher dans mon CRM l'affichage du produit ou l'affichage de la fiche commerciale associée à la prise de commande. Je pourrais même commencer à faire du pré-remplissage en fonction de ce qui est dit dans la conversation. Donc là, c'est la fonction IVA qu'on va utiliser. Donc IVA, tout ce qui est automatisation de l'accueil vocal, qu'on peut mettre en amont de la conversation, vous savez, à l'accueil, mais on peut l'utiliser également pendant la conversation pour appuyer l'agent dans ses requêtes et dans son travail. D'accord. Alors, on termine l'appel et très souvent, il est demandé de faire un résumé de la conversation au conseiller. Alors, le conseiller, c'est le matin, il est en forme, il a bu son café, il fait un super résumé de conversation. En fin de journée, il commence à mettre 3 mots et des fois, il fait des copier-coller. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le résumé est très souvent inégal. Il est aussi inégal sur le même bureau parce que 2 conseillers ne font pas le résumé de la même manière. Et la question, c'est est-ce que ces résumés, aujourd'hui, sont exploitables ? Et on constate, en tout cas en discutant avec nos clients, que très souvent, ils ne le sont pas suffisamment. Donc là, on est sur une approche avec ce qu'on appelle le wrap-up bot, un résumé qui va être, grâce aux IA génératives, créé automatiquement avec nos technologies de transcription temps réel dès l'issue de l'appel, avec la profondeur qu'on veut, les thématiques que l'on veut. Voilà, tout ça, ça va être apporté directement grâce à ce résumé. Et ce résumé, le conseiller le relit, il le pousse au CRM d'un simple clic. Et on va pouvoir en tirer profit dans les prochains échanges. Moi, je trouve ça extrêmement rassurant de façon globale pour les clients et une grande partie des clients. Oui. Et plus particulièrement, je pense toujours aux personnes âgées, du 3e âge, qui ont beaucoup de difficultés avec les nouvelles technologies. On le voit avec nos parents respectifs. Et effectivement, qui ont besoin d'avoir de l'humain. Et si tout ça est facilité, pour eux, c'est extrêmement rassurant en tant que client. On essaie de rendre la technologie la plus transparente, effectivement, et d'améliorer l'expérience utilisateur. En fait, c'est typiquement ici l'illustration de ce que Verint appelle, désolé encore un terme anglais, l'IA Business Outcomes. C'est tout ce qu'on veut aider et porter à nos clients, c'est-à-dire des retours sur investissement très clairs, très rapides, des bénéfices aussi d'ordre commercial grâce aux technologies boostées par l'IA aujourd'hui. Et ça, c'est en illustration. On voit que, en tout cas dans l'exemple qu'on montre, on a réduit par 2 le temps de traitement de l'appel. Non, mais c'est ça, effectivement, on le revoit à chaque étape, au moins 30 secondes, on est sur un minimum de 30 secondes, ça peut aller au-delà. Absolument. Parfois, selon les entreprises. Donc, on voit que, effectivement, cette automatisation, cette IA, ça fait gagner du temps. C'est quoi les autres avantages que ça apporte pour le conseiller dans ce cas de figure ? Alors, ce qu'on a vu dans les expérimentations, on est vraiment dans du concret, Alexandre, tout cela existe, est disponible et est déjà déployé chez des clients grands comptes. Et il y a des expérimentations qui sont intéressantes, donc, notamment chez des opérateurs, qui ont utilisé nos bots en mode copilot, donc pour assister en temps réel l'agent. Ils ont pris 2 groupes d'utilisateurs, 2 fois 100 utilisateurs de leur entreprise, à qui ils ont donné nos outils. Et la spécificité de ces groupes, c'est qu'il y avait un groupe composé de débutants, nouvellement embauchés, et un autre groupe composé d'experts. Et dans les 2 cas, ils ont vu clairement une augmentation des KPI autour de la satisfaction, autour de la rapidité de résolution des appels. Et la différence, c'est que l'évolution de ces KPI était plus importante chez les débutants. Donc finalement, l'apport d'aide d'automatisation a été plus marquant chez les débutants. Mais il y a eu quand même un apport pour les personnes confirmées. Et ils se sont rendus compte que ça réduisait le temps de formation. Et donc la prise en compte de l'outil, la prise en compte du métier était facilitée grâce à l'automatisation. Et ça, c'est une expérimentation qui a été faite avec nos outils. Je ne sais plus si c'est une période de 3 ou 6 mois. Oui, 3 ou 6 mois. Très chez un grand opérateur anglais, on ne peut pas citer le nom, mais vraiment, c'est un exemple incroyable, en fait, des bénéfices concrets et des conseillers qui sont très en confiance, du coup. Oui, justement, dans le cas de figure des juniors, alors je ne parle pas d'âge, là, mais d'expérience, ils sont très rapidement opérationnels et eux, ça les rassure quelque part de ne pas être déstabilisés face à un client à qui ils ne sauraient pas répondre. Bien sûr, c'est aussi frustrant pour le conseiller. Accessoirement, ça s'entend aussi au téléphone pour le client. Alors en France, plus particulièrement, on est très respectueux des droits
du client, avec RGPD et autres. Et justement, on voulait savoir quels étaient les garde-fous éthiques et opérationnels que vous garantissez pour justement conserver une relation authentique et préserver finalement cet humain qui est notre futur quand même. on va y venir, on va bien voir effectivement la position de l'humain. Alors, tu veux couvrir la partie... Oui, sur la partie éthique opérationnelle, je vais un peu reprendre comment est-ce qu'on avance. Donc, Verint, vous savez, dans l'historique évoqué par Franck, historiquement, workforce on-premise, a fait un virage cloud il y a déjà 6 ans, je crois, ou quelque chose comme ça. Franck, tu as 10 ans. Plus de 10 ans sur le virage cloud. Absolument. À partir de là, il y a des nouveaux process qui ont été mis en place sur la partie cloud. Je parle au niveau technique. Pourquoi j'en parle? Parce que finalement, souvent, on voit la fin de l'histoire. On voit l'application sur nos postes de travail, lorsqu'on la met à disposition de nos clients. Et derrière, on ne se rend pas compte de comment l'entreprise fonctionne pour mettre à dispo ces applications sur le poste de travail. Donc, sur le cloud, on a mis en place des process pour mettre à disposition des architectures redondées, robustes, scalables, donc qui peuvent s'adapter aux différentes charges des clients. Ça veut dire qu'on n'offre pas simplement un nouveau produit, on met en place des nouveaux process dans l'entreprise pour garantir les services logiciels qu'on propose. Ça, c'était l'évolution cloud. Maintenant, on rajoute de l'IA. Cette IA, elle est plurielle. On a une IA propriétaire Verint qu'on appelle DaVinci, qui en réalité va se décomposer en fonction des fonctionnalités. En clair, si je fais du WFM, planification d'agents, j'aurai une IA plutôt prévisionnelle. D'accord. Si je fais du résumé de conversation, j'aurai une IA plutôt générative. L'IA générative, il y a des éditeurs sur le marché qui sont très bons. On va s'appuyer sur eux et finalement, on va pouvoir utiliser et notre IA propre et l'IA tiers. Et pour tout cela, on va mettre en place des process qui vont garantir tout ce dont vous parlez, l'éthique, et la partie opérationnelle. Chez Verint, on dit quoi? L'IA doit être appropriée. Ça veut dire qu'on fournit de l'IA, pas pour de l'IA, mais pour des business cases workforce. C'est notre cœur historique et pour lequel on a énormément de données relatives, en fait, des use cases. Donc, cette IA qu'on propose, elle est adaptée au workforce puisque c'est notre cœur. Donc, le workforce, c'est tout ce qui est mise en relation entre le client et l'agent. On a cette antériorité qui nous permet d'avoir des données et de fournir des services appropriés. On a également une IA sécurisée et privée. Quand on dit sécurisée et privée, on a des tenantes dans le cloud qui sont propres à Verint et qui ne sont pas ouvertes sur Internet. D'accord. L'IA aujourd'hui générative qu'on trouve aujourd'hui, elle se nourrit d'informations d'Internet. Bien sûr. Or, nous, justement, l'intérêt, c'est de dire vos données, elles restent sécurisées, elles restent privées. Vous contractez avec Verint et pas avec le monde entier. Très important. Elle est équitable. Donc, ça veut dire que derrière, avant de mettre à niveau un des bots qu'on a vu, tout à l'heure sur la roue de la fortune, il y avait 50 bots, on a pris quelques-uns, on a découpé l'agent avec plusieurs bots fonctionnalités. Avant la mise en production de chacun de ces bots, il y a des tests qui sont faits pour vérifier que l'IA est équitable, qu'elle va noter de manière objective tel ou tel comportement, toujours de la même manière et sans biais, très important, sans être influencé par quelques sources privées que ce soit. D'accord. Donc de nature privée, on va commencer neutre, donc. En étant neutre et en respectant la partie AI Act qui va bientôt être mise en place en Europe. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que même si on met de l'IA qui touche presque à de l'émotionnel, qui touche presque à du sentiment, etc., on n'est en aucun cas en opposition avec l'IA Act qui va arriver prochainement. Et je lisais dernièrement un livre sur l'IA générationnelle qui me parlait un peu de l'historique de l'IA. Je digresse, mais vous allez comprendre pourquoi. Et dedans, on expliquait dans ce livre que l'IA, il y a eu un chatbot qui a été mis en place par un de nos GAFA, Facebook ou Microsoft, je ne sais plus, il y a quelques années, bien avant ChatGPT, et qui a été débranché au bout d'une semaine parce qu'elle a été jugée raciste et homophobe et sexiste. D'accord. Donc très très extrême. Oui. Et ils ont cherché, mais pourquoi elle se passe comme ça? Pourquoi elle dialogue de cette manière avec tout le monde? Alors qu'elle est censée utiliser l'ensemble des données d'Internet. Et bien finalement, après des recherches, après qu'ils l'aient débranché, ils se sont rendus compte que pour valider les tests, ils ont utilisé des êtres humains qui ont pris une partie des infos d'Internet, les premières disponibles,
qui était localisé sur une base de données au Massachusetts dans les années 1950 des États-Unis. Donc vous imaginez la mentalité qu'il y avait à cette époque-là. Et donc là, qu'est-ce qu'on a? On a finalement une IA qui se base sur des données, je parle de l'expérimentation, des données biaisées, et on comprend pourquoi avec le recul, ce que je viens d'expliquer, versus une IA Verint qui, elle, est basée sur des données workforce sécurisées d'entreprise. Vous voyez, donc on limite forcément les biais par rapport à une IA libre type Internet. Et la partie responsable, l'idée c'est qu'on est, en anglais ils disent accountable, c'est-à-dire on doit rendre des comptes. L'IA peut être auditée à tout moment, les résultats peuvent être audités, ce qui permet de garantir finalement un retour sur tiens, pourquoi ça s'est passé comme ça. On sait à chaque fois l'expliquer, on n'est pas derrière une boîte noire. Franck, vous voulez rajouter quelque chose? Non, alors, enfin, je pense qu'on est assez clair sur la façon dont on adresse les sujets d'IA et la partie AI Act qui arrive là très prochainement, hein, c'est 2026, c'est ça, je crois. Hein. Donc c'est demain, c'est déjà des sujets qu'on a appréhendés, bien évidemment. La RGPD, ça fait très longtemps. On est aussi attentif aux directives de la CNIL. Voilà. Donc ça, sont des sujets importants. Et Destio l'a dit d'un mot, en garantissant que Verint travaille sur des données métiers, avec notre savoir-faire. Finalement, on a juste boosté notre portfolio avec de l'IA. On n'est pas un éditeur d'IA. On est un éditeur de relations clients et on se sert de l'IA. C'est une grosse différence. On résume ça peut-être rapidement avec le... Alors, rapidement, il y a un slide un peu technique qui semble être technique. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit juste deux choses. Que aussi bien dans la partie développement de nos applications, donc les fameuses données sur lesquelles on s'appuie, que dans la partie déploiement, donc le service final au client, on va avoir ce suivi humain pour valider que tout ce qu'on met à disposition est correct et suit les 5 précédents thèmes prérequis qu'on a évoqués tout à l'heure. Donc c'est vraiment concret. Au développement et au déploiement, on a cette éthique qui est constamment suivie. Je vous rappelle que vous pouvez poser des questions via le chat. D'ici à peu près 5-10 minutes, on va y répondre. On voit effectivement ces points qu'on va développer. C'est important, le SLA de 99,99% uptime. Ça veut dire que c'est opérationnel quasiment 100% du temps sur une période donnée. C'est ça, exactement. C'est service cloud garanti, sécurisé avec des tenantes privées en Europe. Donc respect du RGPD concernant les données et que ce soit les infrastructures clients qui sont dans le cloud ou on-prem, nous, Verint, en tout cas, on respecte tous ces SLA, on respecte cette disponibilité, cette sécurisation, même lorsqu'on s'appuie sur des éditeurs tiers, je tiens à le préciser. Je résume. Tu parles des tiers de confiance, donc AWS, beaucoup pour l'Europe, on est hébergé à Francfort, pour des raisons d'RGPD, bien évidemment, mais ça peut être Microsoft Azure, et même aux États-Unis, Google. Donc voilà, vraiment des acteurs importants pour nous, avec notre écosystème et ces tiers de confiance. Alors, si je résume les bénéfices de ce point, c'est disponibilité maximale, temps d'arrêt quasi nul. Oui. L'auto-scaling pour tout besoin capacitaire. Alors là, on est sur la partie modularité. Donc, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on fait une requête à ChatGPT, eh bien, en réalité, on consomme de la ressource chez OpenAI. Et donc, chaque requête, aller-retour, consomme de la ressource. Donc, vous imaginez, au niveau d'une entreprise, lorsqu'on va avoir des millions d'interactions, eh bien, il faut être en capacité de pouvoir répondre à l'ensemble de ces interactions. C'est ce qu'on est en capacité de faire. Lorsqu'on met à dispo l'IA, on n'impose pas de limite d'usage. On est en capacité de s'adapter aux demandes clients, quelle que soit leur taille. Donc, une adaptation automatique aux variations de charge, et ça implique comme bénéfice une optimisation des coûts. Oui. Multiples zones AWS. Là, c'est la sécurisation. Donc, sécurisation, lorsqu'on est chez un opérateur comme AWS, on souscrit à des zones. Donc, la zone Paris, la zone Francfort. Et en réalité, au sein de ces zones, il y a plusieurs data centers. Donc, ça va assurer de la redondance. Et ça évite des pannes locales ou régionales. D'où le 99,99. Exactement. On répartit les zones AZS physiquement éloignées. C'est les data centers. Donc, vous savez, au-delà du fait qu'ils soient séparés, les data centers, il se trouve que les opérateurs utilisent les mêmes tuyaux lorsqu'on est sous une même distance. Donc, il faut une certaine distance pour s'assurer d'utiliser des tuyaux différents au niveau opérateur. C'est ce qu'on garantit dans nos contrats.
Et donc ça évite les interruptions en cas de catastrophe naturelle ou de panne. Le coup de pelleteuse, encore le grand classique aujourd'hui sur les fibres optiques. Ouais. Absolument. Encryption Cloud Native. L'encryption des données. Donc là, sur l'encryption des données, on a la possibilité, et c'est natif dans notre cas, toutes les données qui sont dans le cloud Verint sont encryptées avec un format aujourd'hui impossible à décrypter. Ce qui fait que même s'il y avait une intrusion, eh bien, les données ne pourraient pas être lues par un tiers. Donc c'est une double protection. D'accord, double porte du coffre-fort. C'est ça. Sécurité, conformité, garantie. Et puis on termine avec data. Replication Natives. On va essayer de trouver les termes français, les gars. La duplication des données, tout simplement. Tout ce qui est sur un data center est également copié dans un autre data center. Donc, même en cas de perte physique, on a l'ensemble des données qui restent. Vous pouvez continuer à avoir accès de façon continue à ces données. Exactement. D'accord. Et donc, ces données sont protégées. Ouais, on l'a dit, en fait, tout à l'heure, hein, ça fait plus de 10 ans qu'on fait du cloud chez Verint, quasiment 15. Donc, on n'est pas mangeur de yaourt, pardon, sur l'expression. C'est vraiment un sujet de fond pour nous et pour nos clients. Donc la sécurité des données, la disponibilité des données, la capacité d'upscaling aussi, de monter en capacité. Voilà, c'est vraiment des sujets qu'on adresse forcément pour nos grands clients. Allez, on va accélérer un tout petit peu pour laisser la parole, bien évidemment, à nos téléspectateurs qui posent des questions via le chat. Finalement, quels sont les atouts de l'IA pour les marques entre aujourd'hui, demain, où il y aura davantage de technologie? Qu'est-ce que ça peut leur apporter concrètement? Alors, il y a une petite slide là, que je pense on qui arrive, qui est intéressante parce qu'elle montre l'historique. C'est aujourd'hui. Hein. C'est aujourd'hui, c'est la picture d'aujourd'hui. C'est principalement de la main-d'œuvre avec des conseillers, donc aussi accessoirement des coûts élevés. Et peu de dépenses dans les investissements technologiques. Oui. Si on regarde la petite slide suivante, finalement, donc demain, elle montrait exactement aujourd'hui pour beaucoup de nos clients et demain pour certains, on monte en fait une nouvelle task force. Cette nouvelle task force, elle est mi-humaine, mi-application, bot, IA. La tête et les jambes. Exactement. L'IA va aider l'humain, mais l'humain va aussi aider l'IA. L'humain, il peut, par exemple, annoter du contenu, il va vérifier que le contenu est pertinent, il y a des boucles vertueuses. Donc, en fait, les deux peuvent s'aider au quotidien. Donc, on a vraiment une nouvelle task force et on voit que des investissements technologiques, on va dire, modérés, apportent une économie substantielle sur les coûts humains, mais dégage aussi un retour sur investissement. Il y a un petit triangle qui s'est créé blanc, et celui-là, il est pas négligeable. Et si on regarde un petit peu le marché, les grands cabinets analystes, Opus Research, Gartner, etc., indiquent que pratiquement toutes les entreprises, ou les grandes entreprises, se sont lancées dans des projets d'IA aujourd'hui. Pour autant, il y a plutôt de la déception. C'est-à-dire que quand on fait de l'IA pour faire de l'IA, et si on n'a pas des use cases concrets derrière, si c'est le manager qui a dit, parce qu'il a eu un article, que l'IA fallait se lancer, que le compétiteur avait lancé un projet et qu'on était à la traîne, il y a des bonnes et des mauvaises raisons à l'usage de l'IA dans l'entreprise. Aujourd'hui, on revient un petit peu de tout ça, et si on avance encore un petit peu dans notre slideware, on montre en fait comment Verint propose finalement d'adresser ces challenges. On a mené une étude qui s'appelle l'Engagement Capacity Gap. C'est une étude qu'on a menée sur près de 3 ans. Et on a mesuré, je dirais, la différence entre les budgets, les investissements humains et économiques de l'entreprise versus l'accroissement incroyable, cette courbe exponentielle qu'on voit sur le nombre de contacts. Et donc aujourd'hui, l'écart s'est creusé, c'est ce qu'on appelle l'Engagement Capacity Gap, et on propose avec Verint de combler cette capacité avec, en l'occurrence, l'usage de nos technologies d'IA et nos bots, notre armée de bots. Donc c'est vraiment un point important sur comment faire plus finalement avec moins de ressources. Super, c'est l'heure de passer aux questions, messieurs. Hervé, qui est notre The Voice, qui est dans les coulisses de cette émission, probablement un certain nombre de questions à vous poser. Bonjour Alexandre et bonjour à tous. Alors pour commencer, l'IA ne risque-t-elle pas de remplacer les conseillers à terme ? Alors,
Ouais, la question, elle est terriblement bonne, en fait. Moi, mon sentiment... C'est la question que tout le monde se pose. Ben oui, et j'ai envie de dire qu'on se pose aussi chez Verint. Alors, cette étude, elle montre aussi des directions, mais non, on pense plutôt que le conseiller, il est central, l'humain est central dans la relation client. Il est central parce qu'on est plutôt sur des concepts chez Verint d'agents augmentés et pas d'agents remplacés. D'accord. Aussi parce que la partie humaine, l'intelligence émotionnelle, l'empathie, c'est encore de l'ordre de l'humain, c'est pas encore de l'ordre de la machine. La machine, elle va être capable, avec l'IA, et aussi puissante qu'elle soit, de gérer de l'automatisation, de gérer du self-service. Mais il y a un moment où l'humain, il reste aujourd'hui véritablement au centre de la relation client. En tout cas, c'est ce qu'on considère aujourd'hui une vertu importante sur ces solutions-là. C'est encore lui le cerveau. Hervé, je crois qu'il y a d'autres questions. Comment l'éthique de l'IA Verint se traduit-elle dans les faits et pas seulement dans les discours? Ça, c'est une question directe. Donc, effectivement, j'aime bien la notion entre les faits et les discours. Et donc, côté Verint, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, et je crois qu'on avait un slide qui devait appuyer le propos, c'est des process, en fait. Et on a un process qui s'appelle AI Ethic Reviews. Donc, en fait, c'est des revues d'IA autour de l'éthique qui sont obligatoires et régulières côté Verint. Oui. Et c'est ce que je disais tout à l'heure rapidement, réalisées aussi bien lors des déploiements que lors des mises à disposition clients. Et on s'appuie également sur une norme qui a été mise en place par Microsoft autour de l'IA et qui justement prône l'éthique et qui sert un peu de guide à beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Donc c'est une norme, c'est un process, donc c'est pas que des mots. Hervé. Que se passe-t-il si le modèle IA donne une mauvaise réponse? Qui est responsable? C'est important la responsabilité en cas d'erreur. Tout à fait. Alors, l'entièreté de nos solutions aide le conseiller, comme a dit Franck, ou atteignent des objectifs business, mais ne prennent pas de décision en faveur ou en défaveur de l'employé. Donc, à ce titre, on a toujours une responsabilité limitée côté Verint sur ce qu'on va donner, parce que ça ne va pas être engageant sur les décisions autour de l'agent. Concrètement, on ne va jamais avoir une IA qui va analyser une conversation et actionner un process de démission, de baisse de salaire ou des choses comme ça. Donc il faut arriver à faire la distinction, même si parfois on a tendance à mélanger, la distinction entre l'outil qui apporte des KPI ou qui va faire un résumé de conversation et derrière le process métier de l'entreprise qui va prendre en compte ces informations pour appliquer des bonus, des gratifications ou des sanctions. Absolument. Donc il y a une vraie différence entre les deux et le droit à l'erreur finalement sur la partie IA ne va jamais être en défaveur du client puisque nous, côté Verint, on n'est pas dans des process organisationnels RH en réalité. Ça c'est important et on le défend souvent ça vis-à-vis de l'AI Act où à la lecture de l'AI Act, on va voir que dans le détail, les textes disent « Attention, ne sanctionnez pas l'humain automatiquement par une IA ». Et c'est là où on verra que l'IA est en cours de chemin, mais ne fait pas tout le chemin. L'IA, qui, je vous rappelle, est une loi européenne. Absolument. Tout à fait. Vraiment, s'appliquera dans le monde entier à partir de 2026. Ouais. Tout à l'heure, je disais, le conseiller est central, l'humain est central. Côté relation client, mais l'humain, il est donc central aussi au pilotage en fait de la relation client. Donc effectivement, pour nous, l'humain, il est partout. Il est assisté, il est aidé, il est augmenté, mais il est toujours, et c'est structurant, leader sur la gestion de la relation client. Hervé, je crois qu'il y a encore une question. Oui. Peut-on désactiver certains bots ou fonctionnalités pour garder le contrôle? Alors oui, bien sûr, parce qu'on a parlé des micro-workflows. Donc ce sont autant d'applications sur lesquelles, à nouveau, le superviseur ou les managers ont une visibilité sur l'avance des KPI, sur le bon fonctionnement en fait de tel ou tel processus métier. Donc, et d'une, on a la main, donc on peut le contrôler, et de deux, on peut aussi bien sûr le désactiver. Donc autant d'applications, même si toutes créent une valeur globale, et on peut en tout cas modulairement décider d'activer ou non, d'actionner ou non une de ces IA.
Je vais rajouter 2 petites questions surprises que j'ai écrites lors de la préparation de cette émission. Moi, c'est des questions que je me suis posées. Donc, on voit que l'IA peut assister les conseillers, mais elle peut aussi créer une distance émotionnelle. Comment, justement, votre entreprise Verint accompagne les entreprises dans une transformation culturelle, parce qu'il s'agit réellement de ça, afin que leurs équipes adoptent ces outils sans perdre le sens et la qualité relationnelle? Messieurs, qui... Ok, je vais la prendre. Sur cet accompagnement, on va s'appuyer sur une équipe de consultants, des consultants qui ont une expérience sur la vie réelle des entreprises. Et on va être par exemple sur... vous avez des process aujourd'hui, vous avez des fonctionnements que l'on va analyser avec des audits internes. Et derrière, on va vous dire, tiens, sur telle partie de votre process, on sait automatiser sans dénaturer votre ADN, sans dénaturer la marque, mais en apportant une automatisation utile pour votre use case. Donc c'est vraiment en s'appuyant sur des consultants qui, par exemple, travaillaient auparavant sur les évaluations de conseillers. D'accord. Et dorénavant, on va accompagner les clients dans l'automatisation de l'évaluation des conseillers. D'accord. Et là, le consultant Verint qui a l'habitude de faire ça en manuel saura faire le distinguo et apporter les use cases pertinents pour mettre de l'IA. Donc c'est surtout avec cet accompagnement humain via des consultants qu'on va faire du cas par cas. Consultant dédié aux entreprises. Oui. Allez, ma dernière question. Comment Verint, justement, aide les directions de l'expérience client à mesurer le retour sur investissement de l'intelligence artificielle en termes d'efficacité opérationnelle, mais aussi en termes d'engagement et de satisfaction client? Alors, on parlait tout à l'heure de AI Business Outcome, c'est vraiment c'est ce qu'on martèle aujourd'hui beaucoup. Aussi parce qu'on est convaincu que les grands clients qui aujourd'hui sont empêtrés dans la migration CCaaS, qui prend beaucoup de temps, 1 an, 2 ans très souvent à mettre en place, ont besoin d'innover. Donc, on est très vigilant en fait sur ces aspects-là. En termes de retour sur investissement, on a des outils pour les mesurer. D'ailleurs, on se challenge régulièrement. On a des propositions de valeur chez nos clients où on peut tester des bots. On a une liste de bots qui sont nos bots phares. On peut les tester sur une approche 120 jours et on peut véritablement voir ensemble, construire, bâtir un retour sur investissement rationnel. Donc, on a tous les outils de mesure. Et on a des approches adaptées. Je ne sais pas, Décio, si vous voulez rajouter quelque chose. On avait vu tout à l'heure rapidement qu'on gagne beaucoup de temps. Ouais. Donc c'est un des gains qui est concret, Bien qui sûr. est mesurable. À chaque étape. Et derrière ça, ce qu'on mesure également, c'est côté client, les NPS, les CSAT. Donc toujours en rapport avec ce temps gagné, il y a aussi l'expérience gagnée et la meilleure capacité à générer de la satisfaction client. Donc ça, c'est mesurable toujours et on le fait avant, après mise en place de nos outils. Puis il y a des choses subjectives, c'est le service client premium, apporter de l'empathie, apporter de l'émotion, faire de l'expérience client une expérience unique. Voilà, ça c'est vraiment des thèmes importants aujourd'hui. Les marques ont envie de se distinguer des autres. Donc je pense qu'il y a tous les outils aujourd'hui pour amener ce genre de qualité subjective, on va dire. Les soft skills qu'on appelle. Exactement, les soft skills. Si vous souhaitez contacter Verint pour avancer sur votre projet de faire de l'IA justement les jambes de vos conseillers, eh bien là aussi c'est multicanal. Ça s'affiche sur votre écran. Facebook, LinkedIn, X, YouTube, blog, mais aussi bien évidemment via le site internet, le téléphone ou le mail, peut-être même pigeon voyageur, nuage de fumée, je ne sais pas. En tout cas, ils sont joignables et ils sont à votre disposition. Ils feront un plaisir de vous répondre. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur notre plateau. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce numéro des mercredis de l'expérience client. On se retrouve bien évidemment très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.